Amis internautes, soyez les bienvenus à Rencontre avec l'expert. Rencontre avec l'expert, c'est une série d'interviews inspirantes durant lesquelles je vais à la rencontre de coachs, d'auteurs, de formateurs, de conférenciers qui œuvrent dans le domaine du développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir le coach carrière Uriel Meillassan. Uriel Meillassan est le fondateur du blog carrièrepunch.com, un blog qui est suivi dans plus de 136 pays dans le monde. Donc, il a eu l'occasion de coacher des personnes, que ce soit en Europe, en Afrique ou dans les pays arabes, sur leur recherche en fait, d'emploi. Donc, il a quand même une certaine connaissance du marché de l'emploi au-delà des frontières françaises. Il est également l'auteur de ce livre, Décrocher le job de vos rêves en 5 rounds. Donc, c'est un livre que je me suis procuré, que j'ai lu et que j'ai vraiment trouvé inspirant. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai lu ce livre, j'ai refait mon CV. C'est vous dire à quel point il est challengeant. Merci Uriel d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Bonsoir Henri, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très content d'être avec toi et avec les personnes qui te suivent. Merci. Alors, est-ce que ma présentation était complète ou bien tu veux rajouter des éléments? Elle était top, hein. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Tu as vraiment bien fait ton travail, super. D'accord, impeccable. Alors, j'ai préparé un certain nombre de questions. Donc, pour les personnes qui nous suivent donc sur Internet, bon, l'idée, c'est que tu puisses vraiment nous donner des clés. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ton livre est vraiment très inspirant. Et la première question qui m'est venue à l'esprit, lorsque je me suis procuré ce livre et que je l'ai lu, la question qui m'est venue, en fait, c'est de savoir comment t'est venue l'idée d'écrire un livre comme celui-là. Alors, ce que j'ai envie de répondre, c'est quand on a un projet, c'est toujours une question de vision. Et c'est vrai que plus les personnes sont capables de donner une vision qui est précise, qui est challengeante, qui est inspirante, qui est motivante, et en même temps une vision pour qu'elle soit vraiment intéressante, il faut qu'elle a un critère qui est obligatoire, c'est qu'elle doit absolument être irréaliste pour les autres. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez 80% des personnes qui vous disent ah ouais très bien Henri, bah c'est un bon projet, tu vas y arriver. S'il y a 80% des personnes qui vous disent ça, ça veut dire que votre vision n'est pas intéressante. À partir du moment où vous définissez une vision, il faut nécessairement qu'elle soit irréaliste pour les autres. Et moi, ma vision, c'était d'impacter en 5 ans 10 millions de chercheurs d'emploi. Alors quand je dis ça aux gens, les gens commencent à rigoler, mais non, mais c'est pas possible. Et je me dis mais tiens, ça c'est intéressant. Et donc il faut que je poursuive dans cette voie. Et à un moment donné, forcément, quand on a des objectifs comme ça qui sont très ambitieux, il y a une question qu'il faut se poser, c'est finalement, j'ai un objectif qui est là, quelle est la première marche? C'est-à-dire que pour arriver au sommet, dans 5 ans, c'est 10 millions, quelle est la première marche aujourd'hui? Et à mon niveau, il y a eu plein de marches possibles. Le blog était une marche parce qu'il fallait avoir une plateforme. Ma chaîne YouTube était une autre marche. Et à un moment donné, je me dis, mais des auteurs qui ont de l'impact sont ceux qui écrivent des livres. Donc, il fallait nécessairement que j'écrive un livre. Et si tu veux, ce livre-là, c'est simplement une démarche qui va me permettre d'atteindre 10 millions de personnes dans le monde d'ici 2022. Et voilà, donc c'est pour cette raison-là que j'ai écrit le livre, parce que j'avais envie d'avoir un impact qui dépasse les frontières. Et puis un livre, on peut le traduire en chinois, on peut le traduire en anglais, on peut le traduire en allemand. Et donc, on peut toucher, in fine, énormément de personnes. Et moi, mon challenge, c'est ça, c'est 10 millions de chercheurs d'emploi dans toute la francophonie dans un premier temps. Un mois après la sortie de mon livre, j'ai déjà eu une personne, une chinoise, une traductrice-interprète chinoise qui m'a contacté et qui m'a demandé si elle pouvait avoir les droits pour traduire le livre en chinois. Donc, je risque d'atteindre mes 10 millions, je pense même avant les 5 ans. Ah, totalement, totalement. C'est vraiment un objectif ambitieux et challengeant également. Et c'est aussi inspirant parce que quand je t'entends parler et que tu parles en fait de cet objectif de 10 millions et que je vois que à peine tu viens de lancer le livre, déjà le livre, à peine il est sorti, il est aujourd'hui quand même parmi les meilleures ventes de sa catégorie, ce qui te met déjà en bonne voie par rapport à ton objectif. Et comme tu dis, je ne sais pas si tu l'avais prévu, mais là, tu vas t'attaquer un peu au marché chinois et c'est vrai que ça risque d'aller très, très vite, en fait. Exactement. Alors, ce livre, je dois t'avouer, Uriel, que le livre, avant que je l'achète, c'était un peu intriguant. Le fait, en fait, que tu parles de round. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il envisage, en fait, la recherche d'emploi comme un combat de boxe?
Henri, c'est quelque chose qui aujourd'hui pour moi est évident. Alors il y a plein de raisons à ça. Hein. La première raison, j'ai envie de dire que c'est un sport que je pratique, que j'aime beaucoup. D'accord? Et pour moi, la boxe, c'est vraiment l'école de la vie. C'est parce que c'est là qu'on va apprendre à donner des coups, mais aussi à en prendre. On va apprendre à encaisser. On va perdre. Donc, on va apprendre aussi à se relever. On va apprendre à gérer la défaite. On va apprendre à se fixer des objectifs ambitieux. Par exemple, une des personnes que j'admire beaucoup, c'est Jean-Marc Mormec, parce que cette personne-là est 6 fois champion du monde de boxe. Et Mhm. quand je l'avais au téléphone, il m'expliquait que quand il avait 16 ans, en fait, il avait décidé quand il avait 16 ans qu'il serait champion du monde. Ah, Et, d'accord. et 14 ans plus tard, il remporte son premier titre. Tu vois. Donc, Mhm. et on en revient quelque part à ce que je disais tout à l'heure, c'est la vision. Tout à fait, tout Jean-Marc à Mormec, fait. sa vision, c'était effectivement d'être champion du monde de boxe. Voilà, il s'est passé ensuite 14 ans. Et pour en revenir vraiment à ta question, pourquoi la boxe, c'est parce que quand les gens parlent de recherche d'emploi, finalement, ils utilisent très souvent un langage guerrier. On parle de CV percutant, on parle d'éliminer la concurrence. Voilà. Et finalement, je me suis dit, tiens, je vais être le premier à jouer le jeu jusqu'au bout et finalement à faire ce parallèle où finalement le chercheur d'emploi, c'est comme un boxeur qui a besoin de s'entraîner. D'accord. Le boxeur, lui, il va entraîner sa vitesse, il va entraîner son endurance. Le chercheur d'emploi, lui, il va entraîner sa capacité à se présenter, sa capacité à faire des CV efficaces, sa capacité à passer des entretiens, à avoir un discours qui est vraiment optimisé. Et du coup, j'ai joué le jeu comme ça jusqu'au bout, euh, Mhm. allant même jusqu'à donner des titres de techniques de boxe à mes techniques de recherche d'emploi. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens mémorisaient aussi beaucoup plus facilement et assimilaient beaucoup plus facilement les principes que j'expliquais. Et c'est très drôle parce en fait, il y a une sorte de communauté qui s'est créée. Et les gens parlent comme ça en disant, bah oui, moi j'ai fait l'analytics punch, j'ai fait comme ça. Et puis les gens qui ne savent pas de quoi ça parle, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, voilà, c'est ça que les gens ont pu s'approprier. Puis finalement, c'est aussi quelque chose qui est important parce que au lieu de vous comparer simplement, moi je déteste le terme demandeur d'emploi. Je trouve vraiment c'est le terme mendiant. On est là, on est en train de demander un emploi, on fait l'aumône. Alors que non, euh, pour moi, je préfère que les gens se voient comme un champion de boxe, un champion de la recherche d'emploi qui a besoin d'entraînement et qui est là pour décrocher le titre, à savoir le job de ses rêves. Ah, Uriel, cette analogie est vraiment pertinente. C'est qu'avec les explications que tu viens de donner, je trouve que c'est vraiment tout à fait approprié. Et je pense que lorsque le chercheur ou le demandeur d'emploi se met dans cette optique en fait, de champion, je pense que sa perspective en fait, est différente et il va poser des actions qu'il n'aurait pas tendance à poser lorsqu'il n'était pas dans cette démarche. En fait. Je trouve que l'analogie est tout à fait Exactement. pertinente. Parce que tu sais, j'ai découvert une chose vraiment qui m'a surpris. Euh, il y a quelques années, quand je travaillais, j'étais convaincu que le problème numéro un des chercheurs d'emploi, c'était quelque chose comme le CV ou la lettre de motivation ou passer un entretien d'embauche. Et je me disais, mais regardez, moi, je vais vous montrer comment on fait un CV qui déchire tout. Et en fait, ce n'était qu'un symptôme. C'est-à-dire que le vrai fond du problème, je l'ai découvert pratiquement fin 2015 en fait. Pourquoi? Parce que j'ai posé la question toute simple. J'ai dit à près d'un millier de personnes en recherche d'emploi, voilà, quel est le problème numéro un aujourd'hui dans votre recherche d'emploi? Et en fait, à plus de 90%, les gens répondaient quelque chose comme j'ai perdu confiance en moi ou je manque de confiance en moi. J'ai D'accord? perdu la foi en mes capacités. Et en fait, le problème numéro un d'une personne en recherche d'emploi, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle, ni en ses capacités professionnelles. Et du coup, ça a complètement changé ma façon de faire du coaching. J'ai compris que pour que quelqu'un puisse être en mesure de faire un CV efficace, Mhm. il fallait dans un premier temps qu'il soit en mesure déjà d'avoir confiance en ses capacités. Tout Et à à partir fait. du moment où il a confiance en sa capacité, alors après, il va pouvoir les valoriser. Après, il va pouvoir les défendre. Il va pouvoir faire un CV efficace, avoir un discours pertinent dans les entretiens. Et là, le tour est joué. Ah, tout à fait. Et c'est vraiment une approche novatrice et c'est vrai que ça change de tout ce qu'on peut trouver en fait comme livre dans le domaine. C'est vrai qu'en général, dans les livres qu'on va acheter, on va se focaliser sur le CV, sur la lettre de motivation et il n'y a pas ce côté capacité en tant que tel. Mais ce que tu soulignes là est fondamental parce que si je n'ai pas confiance en moi, il suffit qu'on me dise quelque chose en fait par rapport à mon CV
et ça peut me décourager et je peux baisser en fait les bras. Le CV, la lettre de motivation, il faut vraiment les voir comme la décoration intérieure. Voilà. Si je comparais vraiment la recherche d'emploi, donc on va passer de la boxe à la maison, hein. Si on compare la recherche d'emploi à une maison, le CV, la lettre de motivation, c'est vraiment la décoration intérieure. Donc, personne, quand il veut construire une maison ou quand il veut acheter une maison, va commencer simplement par se dire, oh tiens, la décoration me plaît, ben je vais prendre cette maison. Non, parce que est-ce que les fenêtres sont bien isolées? Est-ce que la chaudière fonctionne? Est-ce que il n'y a pas un risque d'effondrement? Enfin, vous voyez, il y a des éléments qui sont beaucoup plus importants. Est-ce que la maison est bien bâtie? Est-ce qu'il y a pas? Est-ce que les fondations sont correctes? Voilà, ce sont les vraies questions que vous allez devoir vous poser. Et lorsque on est dans une recherche d'emploi, c'est exactement la même chose. Si vous commencez directement à vous attaquer par le CV et la lettre de motivation, c'est déjà, j'ai envie de dire, vous êtes déjà à moitié KO. Parce que vous allez forcément passer à côté d'éléments qui sont hyper importants, hyper valorisants. Mais comme vous n'avez pas pris le temps de réfléchir et de vous arrêter dessus, bah, du coup, vous les ignorez complètement. Très souvent, je demande aux gens, mais est-ce que vous avez conscience de vos 3 meilleures réalisations? Et là, il y a un silence parce que les gens, ah ben, qu'est-ce que j'ai vraiment réalisé dans ma recherche d'emploi, dans ma carrière, dans mon parcours? Non, j'ai vraiment pas aidé. Et donc, ça, c'est déjà un indicateur qu'il va falloir faire une sorte de bilan de carrière. Identifier ses meilleurs résultats, voir quelles sont les actions qu'on a menées, quelles sont les difficultés qu'on a su surmonter. Et en fait, les gens se rendent compte que effectivement, bah ouais, j'ai fait énormément de choses, j'ai apporté beaucoup de valeur ajoutée, et c'est sur cette valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir, j'ai envie de dire, baser leur CV et leur lettre de motivation et leur discours d'entretien. Et là, on change complètement la donne. Tout à fait, tout à fait. Merci Uriel pour ces éléments. C'est vrai que ça nous aide en fait à nous refocaliser, enfin, on va dire à changer notre focus parce que on va avoir un focus qui a tendance à aller vers le CV, vers la lettre de motivation, et là avoir un regard sur nos capacités. Et c'est vraiment quelque chose en fait qui peut aider beaucoup de personnes. Mais Tout à fait. à ton avis, à quoi est-ce que ça peut être dû parce que quand on pose la question aux gens par rapport à leur réalisation, pourquoi est-ce on réfléchit en fait à la question? À quoi est-ce que ça peut être dû? Le fait de ne pas penser à ça à la base. Parce qu'au final, ça paraît plutôt évident. Je pense que c'est parce que c'est un réflexe qui est naturel. Et quelque part, on nous explique que le CV, c'est le sésame pour décrocher un entretien. Donc, on se dit, ben oui, il faut penser au CV. Sauf que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'avant de faire un CV, il va falloir travailler les ingrédients qu'on va mettre dans le CV. Mais c'est vrai que la plupart des institutions, hein, quel que soit le pays, hein, il n'y a pas que la France qui est concernée, c'est vraiment partout pareil. On va vous dire, la première chose quand vous cherchez un emploi, c'est mettez à jour votre CV. Mais en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est réfléchissez à ce que vous allez mettre dans votre CV. Ce serait ça le vrai bon conseil. Et là, ça permettrait sans doute à de nombreuses personnes de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière qui mérite d'être sur le CV? Quelle est la valeur ajoutée que j'ai apportée? Quelle est finalement cette plus-value que je peux mettre en avant et qui peut valoriser mon parcours? Et si les gens s'arrêtaient sur cette réflexion-là, bah, les CV auraient une toute autre nature, une toute autre efficacité. Et là, je peux par exemple, je pense comme ça à Anthony. Anthony, c'était un jeune que j'ai accompagné. Il cherchait un contrat d'alternance et pendant 18 mois, ça ne donnait rien. Et à un moment donné, je lui dis, bah, OK, jusqu'à présent, bah, combien de CV? Il me dit, mais j'ai dû faire à peu près 120 candidatures. Ah ouais, quand même. Et c'est énorme. Et c'est loin d'être… moi, j'ai connu des gens qui ont fait 350, 400, 500 candidatures qui n'ont rien donné. Donc, j'ai envie de dire, c'est même pas encore le pire des cas. Et je lui ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser d'abord sur votre valeur ajoutée, sur le bilan de votre carrière, de votre parcours. Et on a commencé à travailler tout l'aspect résultat. Comment est-ce qu'il les a obtenus? La quantifier et la quantification, les chiffres. Et cette fois-ci, il a arrêté de distribuer ses CV à tour de bras. Et il le donnait uniquement quand on lui réclamait. Et en fait, on lui a réclamé 4 fois notamment son CV. Et à chaque fois, ça a donné des entretiens d'embauche et derrière 4 propositions de poste. Donc, on est passé de 120 CV envoyés à seulement 4, mais les 4 ont généré des propositions d'embauche. Ah, intéressant. Donc là, on va dire qu'il a fait une recherche plus ciblée et qui était vraiment en cohérence avec la valeur ajoutée qu'il a apportée. C'est vrai que dans la réponse que tu as donnée à cette question, il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est cette notion en fait de valeur ajoutée. Et je pense que c'est quelque chose auquel on ne réfléchit pas toujours parce que parfois on fait des choses et on ne réalise pas, on ne mesure pas. En fait, là, tu parlais de quantification et c'est un élément également qui est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai refait mon CV et c'est vrai que j'ai inclus cette notion
de quantification qu'il y avait pas avant. Et je pense que c'est vraiment un point en plus. Alors, j'ai une autre question pour toi, Uriel. D'après les statistiques, il paraît que 80% des offres d'emploi sont dans ce qu'on appelle le marché caché, dans le réseau. C'est-à-dire qu'en général, quand les gens recherchent l'emploi, on leur dit souvent d'utiliser leur réseau. Alors, si tu devais donner 3 conseils aux candidats qui sont en recherche d'emploi sur l'utilisation des réseaux, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en fait? Quelles sont les choses à éviter? Quelles sont les choses qu'il faut absolument faire? D'accord. Alors, une chose à éviter, et ça me semble être vraiment très important, une des choses les plus importantes, c'est de ne surtout pas dire que vous êtes en recherche d'un emploi. D'accord? Ça paraît hyper naturel, hein. On voit les gens souvent sur LinkedIn, sur Viadeo et sur d'autres réseaux, et ils font leur profil, et puis bien gentiment, ils mettent en recherche active, pensant que ça fait bien. Et c'est vrai que actuellement encore, ces réseaux sociaux encouragent presque les personnes en recherche d'emploi à le préciser de cette manière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un recruteur, il va donner la priorité à des gens qui sont en poste. Donc, si vous vous dites que je suis en recherche d'emploi, déjà, pour un recruteur, vous allez passer dans la notation, dans la catégorie des secondes classes. D'accord? Eux, ils vont chercher des gens qui sont en poste. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est très important à savoir. Et en même temps, il y a un message un peu négatif que vous véhiculez. C'est, je suis en recherche d'emploi, et puis, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me recommander? Est-ce que vous pouvez donner mon CV à quelqu'un? Et en fait, les gens se comportent de cette manière, si bien que les personnes que vous allez solliciter auront tendance à vous fermer les portes, clairement. Donc ça, je dirais, mon premier conseil, c'est de ne pas expliquer que vous êtes en recherche d'emploi, mais plutôt d'expliquer que de vous présenter comme un professionnel. Alors, vous n'allez pas dire que vous êtes en poste, mais l'idée, c'est au moins si vous ne mettez pas en recherche active, l'idée, ça va être de mettre en avant plutôt vos forces. Ingénieur, système de freinage, 8 ans d'expérience, voilà. Et on s'arrête là, comme ça, parce que les recruteurs ne vont pas chercher sur LinkedIn, Viadeo des gens qui sont en recherche active. Ils vont chercher ingénieur, système de freinage et hop, vous allez apparaître dans la liste. Donc, si vous mettez en recherche active, on dira, c'est quelqu'un qui est au chômage. Donc, ça, c'est très intéressant à savoir, ça. Peut-être que du coup, s'il est au chômage, ça fait peut-être 5 mois qu'il est au chômage, il a peut-être perdu en capacité et automatiquement, vous allez être mis de côté. Le deuxième conseil, il n'est pas du tout naturel, celui-là, mais c'est de vous tourner vers des inconnus. Donc, ne cherchez pas à développer votre réseau à partir de votre réseau existant uniquement. C'est-à-dire que vous allez voir vos amis, vos frères, vos sœurs, vos collègues, vos connaissances. Ça, j'ai envie de dire, c'est une première étape. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour vous de vous adresser à de totales inconnus. Et j'aime beaucoup, quand je fais des conférences, je demande aux gens, qui parmi vous a trouvé l'homme ou la femme de sa vie grâce à une connaissance commune? Levez la main. Et en fait, pratiquement tout le monde lève la main. Parce qu'effectivement, quand vous demandez comment est-ce que vous avez rencontré votre femme ou votre mari, on va dire en fait ma femme c'était la copine d'un ami ou de mon filleul ou je sais pas quoi. Et il y a toujours une relation commune. Et en fait je dis voilà, vous êtes tous des pistonnés. Et les gens, ça les fait marrer, mais en fait ce principe-là, il est vraiment pareil dans le j'ai envie de dire, c'est pareil dans la recherche d'emploi. C'est que votre job, vous n'allez pas forcément le trouver auprès de vos amis, mais un de vos amis va peut-être vous mettre en relation avec quelqu'un qui est un inconnu et qui est l'opportunité. Et donc ça, ce serait mon deuxième conseil. Et troisième conseil, ce serait d'avoir une logique un peu plus agressive. C'est-à-dire que n'attendez pas de vous dire voilà, je cherche un emploi dans tel secteur, tiens, je vais prendre toutes les entreprises qui sont dans le secteur et je vais faire des candidatures spontanées. Et on va comme ça mitrailler son CV un petit peu partout. Et ça, c'est pas efficace. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de se dire, OK, voilà, par exemple, moi, j'ai vraiment envie de travailler pour Apple, pour Google ou pour Microsoft. Donc, qui dans mon réseau connaît des personnes qui évoluent dans cet écosystème-là. Et du coup, ça va être vraiment de se rapprocher de ces personnes-là. Donc, ça sera forcément des inconnus à un moment ou un autre, et de commencer à graviter dans l'écosystème de ces entreprises. Parce que en gravitant dans l'écosystème d'une entreprise, à un moment donné, vous êtes au courant des opportunités d'emploi. Et c'est là que vous allez pouvoir faire vos candidatures spontanées. Parce que une candidature spontanée, elle ne fonctionne pas parce que vous savez pas quel est le profil, quand est-ce que l'entreprise en a besoin et quelle entreprise en a besoin. D'accord? Mais si vous gravitez dans l'écosystème,
ces informations, vous les connaissez. Et du coup, votre candidature spontanée viendra, comme par hasard, à point nommé. Et là, c'est vraiment intéressant. Donc, voici mes 3 conseils pour avoir une démarche réseau efficace. Ah, merci Uriel pour ces conseils. C'est vrai que dans les 3 conseils, c'est qu'il y a l'un des conseils qui n'est pas du tout naturel comme tu le soulignais. Et c'est vrai que ça nous permet également de pouvoir nous rapprocher en fait de là où on a envie d'aller. Et Exactement. je tiens à préciser à nos chers internautes que dans le livre d'Uriel, il y a un chapitre entier qui est dédié en fait au réseau et c'est un chapitre tout à fait passionnant. Donc, vous aurez l'occasion d'en savoir plus lorsque vous allez vous procurer le livre. Alors, nous continuons. Il y a une question, euh, on va dire une problématique à laquelle beaucoup de jeunes diplômés font face. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de l'école, ils ont peut-être fait un stage de 6 mois ou bien un stage d'1 an pour ceux qui ont fait une césure. Et lorsqu'ils vont commencer à postuler, on va leur demander en fait d'avoir 2 à 3 ans d'expérience, alors qu'ils n'ont pas assez d'expérience par rapport au poste. Quel conseil est-ce que tu peux donner à des jeunes diplômés qui font face à cette situation? Alors, j'ai envie de dire, c'est presque un faux problème. Parce que, en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Une de ces choses, c'est que très souvent, les entreprises pratiquent ce qu'on appelle la sélection des plus forts. C'est-à-dire que les annonces sont très souvent faites pour que vous vous dites, oh mais mince, ils demandent 2 ans d'expérience, moi j'ai 1 an et demi ou j'ai 1 an, ben ils vont même pas considérer ma candidature. Et du coup, vous allez laisser tomber. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils reçoivent tellement de candidatures que s'ils mettaient les vrais critères, ils en auraient, peut-être au lieu d'en avoir 150, ils en auraient 4000. D'accord? Mais comme ils savent que la plupart des gens vont de toute façon s'auto-disqualifier, ça permet déjà de passer de 4000 à 150, si vous voulez. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que très souvent, les jeunes diplômés n'ont pas une démarche de résultat. C'est-à-dire que eux se présentent uniquement comme des personnes qui ont fait des stages, qui n'ont pas beaucoup de valeur, qui ont que de la connaissance théorique. Et en fait, du coup, une entreprise, quand elle va évaluer votre CV, elle va voir quelqu'un qui a jeune diplômé, qui ne sait pas valoriser son parcours, et elle va voir quelqu'un qui a 1 an et demi, 2 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience, bah, vous ne faites pas le poids, clairement. Donc, pour changer ça, déjà, il va falloir changer le regard sur son propre parcours. Parce que, alors, les jeunes diplômés me disent, oui, mais moi, j'ai fait que des stages. Mais non, c'est pas que des stages. Parce que ce qu'il faut vraiment bien avoir en tête, c'est que le poste de stagiaire n'existe pas. C'est-à-dire que vous êtes ingénieur stagiaire. D'accord? Vous êtes business développeur stagiaire. Mais vous n'êtes pas stagiaire. D'accord? Donc, à partir du moment où les jeunes diplômés intègrent déjà le fait que non, je ne suis pas un stagiaire, j'étais ingénieur technique stagiaire, certes, mais ingénieur technique d'abord, parce que un stagiaire va faire le boulot d'un ingénieur technique, d'accord? Il va pas simplement, il fait pas un boulot de stagiaire. On est loin du stagiaire qui s'occupe de faire les photocopies et de rapporter le café, comme le veut le cliché, Tout à d'accord? fait. Donc, c'est pour ça que déjà il faut avoir conscience de ça et le valoriser avec un objectif de résultat, de valeur ajoutée. Voilà, quand j'étais stagiaire, qu'est-ce que j'ai amélioré? En quoi j'ai simplifié la vie de l'entreprise? Et quand vous êtes en mesure de montrer finalement votre plus-value, votre valeur ajoutée, là, vous devenez intéressant. Et du coup, le fait que vous n'avez que 6 mois, 1 an et demi d'expérience ne compte presque plus. Parce que un recruteur va voir votre CV, va se dire, bah, OK, ce jeune, il a peut-être pas d'expérience, mais je vois sur le papier qu'il a eu des résultats. Je vois sur le papier qu'il a de la valeur ajoutée et il sait répondre aux problématiques que je rencontre, donc j'ai envie de le rencontrer. D'accord? Pertinent. Donc, à partir du moment où vous êtes en mesure d'avoir une logique orientée résultat, et c'est vrai que c'est ce que j'explique très bien dans le livre, ben, à ce moment-là, euh, j'ai envie de dire, votre niveau d'expérience limité ne compte plus. Mais c'est vraiment une question de vision. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu que vous n'êtes qu'un stagiaire, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience, ben, forcément, votre CV, ça va s'en ressentir. Et là, je peux raconter une histoire qui m'est très personnelle. C'est qu'il y a quelques années, j'étais très complexé parce que déjà, maintenant, ça se voit moins parce que j'ai la barbe, etc. Mais à l'époque, vous voyez mes premières vidéos sur YouTube, on dirait un petit jeune et les gens pensaient que j'avais 22 ans, 23 ans. J'en avais 25, ou même 28 déjà, mais je faisais hyper jeune. Et du coup, pour beaucoup de gens, j'étais pas très crédible. Et quand moi je disais que je pouvais accompagner n'importe qui dans la recherche d'emploi, les gens qui avaient 45 ans et plus, ben, me regardaient bizarrement en disant mais je vais pas me faire accompagner par un petit jeune. C'est pas ce petit jeune qui va m'apprendre à faire un CV. J'étais en train de faire mon premier CV, il était dans le bac à sable. Et moi, je me faisais des films comme ça. Et un jour, j'ai rencontré David Laroche qui me dit mais Uriel,
Écris 100 raisons pour lesquelles tu es crédible pour ces gens-là. Et t'occupe pas du reste. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, oui, je suis tout à fait crédible. J'ai arrêté de me dire, ah, mais je suis pas crédible pour les plus de 45 ans parce que je suis trop jeune, etc. À partir du moment où mentalement j'avais intégré ça, dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des clients qui avaient 45, 48, 50, 55, 62 ans qui m'ont fait confiance parce que je me suis comporté comme quelqu'un qui était crédible et puis comme le petit jeune qui avait peur de pas être crédible. Et donc, c'est pareil pour les jeunes diplômés. Comportez-vous comme des gens qui ont de la valeur. Comportez-vous comme des gens qui ne sont pas que des stagiaires, mais qui ont vraiment apporté quelque chose. Et du coup, c'est très facile ensuite pour vous valoriser. Et comme j'aime bien dire, les victoires, elles se remportent toujours dans la tête en premier, avant de se manifester. D'accord. Donc, tout est une question en fait d'état d'esprit. Si j'ai bien suivi ce que tu as dit, c'est une question d'état d'esprit et d'apprendre en fait à valoriser ce qu'on a fait. Et l'une des choses qui m'a également marqué, c'est que tu dis qu'il n'y a pas de poste de stagiaire. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, en tout cas les jeunes diplômés, vont juste penser au stage et à la position en fait de stagiaire et non pas à cette approche en termes de résultats, en termes de valeur ajoutée qu'on a pu apporter en fait à l'entreprise. Merci pour cette approche qui, je le pense, va aider beaucoup de jeunes diplômés à pouvoir en fait se décomplexer et à pouvoir changer en fait d'état d'esprit. Alors, j'ai une autre question pour toi, Uriel. Là, on a parlé des jeunes diplômés. Mon également, un autre cas, c'est par exemple des personnes un peu plus âgées qui ont travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qui, alors, peut-être qu'ils ont été dans ce domaine sans trop l'aimer, mais il fallait quand même qu'ils travaillent pour nourrir leur famille. À un moment, ils se rendent compte que c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai un autre projet, j'ai envie de basculer dans un autre domaine. Mais ça fait quand même 20 ans que je travaille dans l'automobile. Comment est-ce que je fais pour basculer en fait de l'automobile à, je sais pas moi, à la petite enfance? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à des personnes dans cette posture? Alors là, pareil, c'est quelque chose de très facile à résoudre. C'est-à-dire que je reçois tous les jours des gens. Il y a pas longtemps, je discutais avec une dame qui a été, parce qu'elle avait pas d'autre choix, il fallait qu'elle nourrisse son enfant. Elle a été femme de ménage. Et aujourd'hui, elle veut être coach de vie. Donc, elle, sa crainte, c'est de dire, mais comment je vais faire? On va me dire, mais femme de ménage. J'ai dit, mais c'est simple. Qu'est-ce qui fait dans votre parcours de femme de ménage, qu'est-ce qui fait que vous ferez une bonne coach? En fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est quel est dans mon ancien domaine qui n'a rien à voir avec ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me rend légitime? Qu'est-ce qui fait ma force? Qu'est-ce que j'ai appris et dont je vais pouvoir me servir dans mon nouveau métier? Et là, j'ai par exemple un exemple très concret. J'ai accompagné il y a des années une personne qui était animatrice périscolaire, qui était caissière chez une marque d'ameublement. Et elle me dit, voilà, aujourd'hui, j'aimerais un CDI et puis j'ai vu un poste d'adjoint administratif et puis mais le problème, c'est que mon poste n'est pas pertinent, ça n'a rien à voir et comment je fais pour valoriser mon parcours? Et alors, je lui dis, mais montre-moi la fiche de et alors, je voyais sur la fiche de poste, en tant qu'adjoint administratif, on demandait notamment de savoir gérer une file d'attente. Et alors, je regarde ma cliente, je lui dis, mais vous êtes caissière. Les gens qui attendent là pour faire passer les cours, qu'est-ce que c'est? C'est pas une file d'attente, ça? Et ah, ouais, d'accord. Et je lui dis, mais regardez, c'est marqué dans l'annonce que vous devez maîtriser votre sang-froid à cause des usagers qui peuvent devenir agressifs. Est-ce que, en tant que caissière, vous avez jamais été agressé par des gens qui s'impatientaient et qui devenaient agressifs et vous avez dû garder votre sang-froid? Ah, bah oui, c'est vrai. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était la seule personne qui n'avait absolument pas le profil pour le poste. Mais vraiment pas. Parce que, on se dit, mais une caissière, agent administratif, ça n'a rien à voir. Mais comme elle a été en mesure de montrer la valeur ajoutée et de faire les liaisons, montrant, voilà, vous demandez quelqu'un qui sait gérer une file d'attente. Moi, en tant que caissière, je gérais jusqu'à 80 personnes par heure dans la file d'attente, etc. Quand je me faisais agresser, je devais également apprendre à maîtriser mon sang-froid comme vous en avez besoin pour ce poste-là. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement elle a eu l'entretien, elle a été embauchée, et quand on l'a embauchée, on lui a dit que malgré le fait qu'elle avait pas du tout le profil, elle avait le meilleur profil pour le poste, qu'elle a su montrer qu'elle avait les capacités. Donc, en fait, la logique, elle est là. C'est qu'à partir du moment où vous avez évolué 5 ans, 10 ans, même 20 ans dans le domaine, vous devez montrer que vous avez finalement développé les mêmes capacités, les mêmes compétences dont l'entreprise a besoin pour un poste qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous faisiez avant.
Donc, c'est ça. La caissière a montré que gérer une file d'attente, c'est qu'elle devait maîtriser son sang-froid. Et j'ai comme ça des gens qui sont passés de vigile en discothèque à conseiller en gestion de patrimoine chez AXA et de là, sont entraîneurs de basket. Tout simplement parce qu'à chaque fois, ils ont su identifier les compétences qui étaient transférables d'un domaine à l'autre. Ah, d'accord, pertinent. Donc, pouvoir voir en fait dans quelle mesure on peut transférer d'un domaine à un autre. Ah, Tout à Uriel, fait. nous arrivons presque au terme de notre interview. Et donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, donc tu as ton blog. Là, il y a le livre. Mais il me semble qu'au-delà du livre et du blog, tu as également des prestations de coaching. Comment est-ce Tout qu'on à fait. fait si on a envie d'être coaché par toi? Est-ce que tu as des programmes en ligne? Comment ça se passe? Bah, il y a plusieurs manières, j'ai envie de dire. J'ai un blog, donc carrierepunch.com. Donc les gens dessus peuvent retrouver les informations pour me contacter. Hein. Mon adresse mail notamment, c'est uriel@carrierepunch.com. Donc vous m'envoyez un email, puis vous me dites, voilà, moi j'ai envie de me faire coacher, comment ça se passe, et puis je vous envoie les informations. J'ai également une page qui présente un petit peu ce que je propose. Donc c'est carrierepunch.com/programme-PJDR parce que c'est donc pour potentiel job de rêve. Potentiel job de rêve, c'est le nom de mon programme. Et l'idée, c'est de montrer que vous avez non seulement le potentiel pour décrocher le job de vos rêves, mais que vous avez aussi plusieurs potentiels jobs de rêve. Donc, pour moi, il n'y en a pas qu'un seul. On peut très D'accord. bien partir, et j'ai des gens comme ça qui disent, bah tiens, moi, j'hésite entre plusieurs, et voilà. Ils vont faire tout un travail pour essayer de trouver finalement quel est le job de leur rêve. D'accord, intéressant. Merci Uriel. Donc, amis internautes, vous avez à disposition donc le blog, il y a des articles. Vous avez la possibilité, je mettrai le lien à la fin de la vidéo, je mettrai le lien pour pouvoir avoir accès à ce programme qu'offre le coach Uriel. Et vous avez également donc son livre, comme je disais tout à l'heure, Décrocher le job de vos rêves en 5 ans. Un livre tout à fait pertinent que je vous invite tous à vous procurer. C'est un livre vraiment qui va changer votre mentalité concernant la recherche d'emploi. Merci encore, Uriel, d'avoir répondu présent à cette interview. Je suis sincèrement reconnaissant d'avoir pu t'interviewer dans le cadre de ton activité. Merci vraiment pour tous les conseils que tu as pu partager à nos amis internautes. Merci Henri, et je suis vraiment reconnaissant que tu m'aies donné la parole pendant, je sais pas combien de temps s'est passé, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis voilà, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, je les invite vraiment à revenir à moi ou à acheter mon livre et à me dire un petit peu ce qu'ils en pensent. Je serais ravi d'échanger avec eux. D'accord, merci Uriel. En tout cas, la prochaine fois qu'on se verra, tu me dédicaceras mon livre. Je n'ai rien Avec d'habitude. plaisir. D'habitude, quand j'achète mon livre, en fait, je mets mon nom et la date. Mais là, je n'ai rien écrit, donc j'attends la dédicace lorsqu'on se verra. Très bien. Ça se fera très bientôt. D'accord. Amis internautes, nous arrivons à la fin de ce premier numéro de Rencontre avec l'expert. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci.